Patrick Chauvel a photographié depuis 40 ans la majeure partie des conflits qui ont sévi dans le monde. Nourri par Kessel, Monfred, les grands anciens, il a tenté d'aller encore plus près de l'actualité. Au cours de ses reportages, Patrick Chauvel a été enlevé, blessé, il s'est retrouvé face à un peloton d'exécution, il a coulé avec les Boat People à Haïti. Décembre 1994, parce que la Tchétchénie vient de proclamer son indépendance, Boris Yeltsin lance ses soldats à l'assaut de la petite république du Caucase. Première offensive sur la capitale, Grozny, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 95. Depuis la chute de l'Empire soviétique, cette petite république du Caucase manifestait périodiquement des velléités d'indépendance, le désir de quitter la Grande Russie. Vers le 24 ou 23 décembre 1995, Boris Yeltsin lance ses troupes pour prendre la Tchétchénie et mettre au pas le président Doudaïev. La communauté internationale s'indigne, le pape se plaint, comme d'habitude, on crie et on fait rien. Donc moi j'arrive en Tchétchénie vers le 20 décembre 1995 et en fait je suis arrivé en Grozny comme une fleur. Il se passait strictement rien, il y avait des groupes de combattants à droite, à gauche. J'avais dit à mon chauffeur de taxi de m'attendre sur la place devant le palais, parce que j'avais des choses importantes dans le coffre. Heureusement, avec moi, j'avais mes appareils photo et un sac à dos avec une cinquantaine de films. Mais dans le coffre, j'avais quand même des pantalons de rechange et 80 rouleaux de PQ, enfin les choses importantes sur les reportages. Et pendant que je discutais avec les hommes de Doudaïev, 3 obus sont tombés autour du taxi sur la place, en fait. Donc il est parti en marche arrière et je ne l'ai jamais revu à ce jour. Donc il a toujours ma valise. Et en fait, c'était le début des bombardements sur Grozny. Et donc là, dès la première nuit, quand je suis sorti du soupirail de la cave dans laquelle j'étais avec les combattants, j'étais avec une dizaine, un groupe anti-char tchétchène. On est sorti le matin, vers 6-7 heures du matin. Il y avait autour de nous, sur un rayon de 200 mètres, à peu près 300 morts, quoi. Et une dizaine de chars en feu. Donc ils avaient été efficaces. Mais sur les 10, on n'était plus que 4. C'était la première fois que j'assistais à une guerre totale dans une ville. C'est-à-dire que j'avais fait plusieurs conflits, mais il y avait toujours des endroits où on pouvait quitter le front et retrouver un hôtel qui fonctionnait plus ou moins bien. Et c'était là. Là, pas du tout. Et la ville étant détruite pratiquement à 80% au bout d'une semaine par les bombardements incessants. Si on prend mes images et qu'on les met en noir et blanc, ça pourrait être des photos de la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit tchétchène avait plusieurs particularités. Une, d'abord, c'est que c'était extrêmement facile de travailler. Ça paraît bizarre, bon, c'était dangereux, mais c'était très facile. C'est-à-dire que les Tchétchènes me laissaient travailler. Il n'y avait aucun interdit. Il y avait en revanche un problème, c'est qu'il faisait froid, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité et rien à manger. Donc ça peut compliquer les choses. Et pas de médicaments, évidemment. Les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient. Moi, j'avais un traducteur à la fin qui était dentiste et qui essayait de me traduire des choses et qui, de temps en temps, opérait les blessés avec un tournevis. Bon, évidemment, un des problèmes avec les Tchétchènes, c'était la langue, hein, parce qu'ils parlent tchétchène, couramment, et moi, pas du tout. Et donc, j'avais un cahier où je dessinais ce que je voulais. C'est-à-dire, je dessinais des combats, et à ce moment-là, il souriait et il m'amenait aux endroits où ça s'accrochait fort. Ou alors, je dessinais de la nourriture. Là, il ne souriait plus, il n'y avait rien à manger. Et c'est à un moment donné, on se parlait comme ça, ils m'ont demandé d'où j'étais. Je leur ai expliqué que j'étais de Paris, mais ils disaient, mais d'où quelle tribu, en fait. Donc, je leur ai expliqué breton, corse, et au mot corse, ils se sont mis à parler entre eux, et à un moment donné, avec un grand sourire, un des chefs m'a dit « Napoléon ». Et à ce moment-là, c'est parti comme une traînée de poudre, et ils étaient tous là « Napoléon, very good, Ruski ».
Napoléon, il a tué les Russes, il a brûlé Moscou, enfin... À un moment donné, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé d'endroit et s'il n'y avait pas des choses beaucoup plus importantes qui se passaient de l'autre côté de la ville, parce que moi j'étais autour du palais présidentiel, parce que je voyais aucun confrère, et même les meilleurs qui n'étaient pas là. Comme c'était la veille de Noël, beaucoup de journalistes ou de rédactions se sont dit on verra après le 1er janvier, après les vacances, si ça continue. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les confrères ont commencé à arriver après le 1er janvier. J'ai d'ailleurs rencontré un caméraman tchétchène, le seul survivant, parce que la presse tchétchène avait été tuée dès le départ pendant les combats. Il traînait dans les rues, très aimable, et il venait avec moi. Je le suivais sur les combats. Et à un moment donné, j'ai fait remarquer qu'il avait le cache sur sa caméra quand il filmait, et il a souri en me disant que c'était pas grave, parce qu'il n'avait pas de batterie et pas de cassette, de toute façon. Mais il continuait à filmer. Et pendant des jours entiers, il allait au combat avec sa caméra, sans batterie et sans cassette, mais j'ai trouvé ça admirable. Le premier journaliste que j'ai rencontré, c'est les Tchétchènes qui m'ont expliqué que j'avais un confrère de l'autre côté de la ville. Donc on a mis à peu près 2 jours à atteindre l'endroit. Et je suis tombé sur Heidi Bradner, la confrère était américaine, qui m'a accueilli avec un grand sourire. Et j'ai cru que j'avais une hallucination quand même, parce que ça faisait quand même pratiquement une semaine que je vivais qu'avec des hommes dans les combats, etc., sans manger, en dormant peu. Donc je pouvais penser que j'avais une hallucination en voyant une espèce de fille sublime, rousse, avec un grand sourire, qui était au milieu des Tchétchènes, toute seule, depuis elle aussi à peu près 3-4 jours. Et donc on a décidé de trouver une maison ensemble. Alors j'avais un argument pour essayer de lui plaire. J'avais un œuf, j'avais trouvé un œuf. J'avais appris le mot en russe, c'est yaïtse. Et je le gardais pour un moment important. Et donc on a coupé l'œuf en 2 et on a trouvé une bougie et on a fait un repas absolument extraordinaire. Ça n'a pas marché dans le sens que je voulais, ça lui a rempli l'estomac, mais c'est tout. Et donc à un moment donné, il y a eu un petit moment de calme un soir et je me suis dit qu'il fallait absolument quand même que je me rapproche de cette chère confrère. Et donc je me suis dit, parce qu'elle essayait de se coiffer, elle avait du mal parce qu'elle avait les cheveux sales, on ne pouvait pas se laver. Et je me rappelais du film Out of Africa, où Robert Redford propose à Meryl Streep de lui laver les cheveux parce qu'elle a du mal, parce qu'elle a les cheveux sales, et qu'il lui lave les cheveux. Et après, ils couchent ensemble. Donc je me suis dit, ça a l'air d'être une bonne méthode. Donc je lui ai proposé de lui laver les cheveux. Les Tchétchènes m'ont amené un bol avec un petit savon. On a fait fondre de la neige. Et à la surprise totale d'Heidi, quand je lui ai proposé de lui laver les cheveux, elle n'avait pas l'habitude qu'un photographe lui propose ça sur un reportage. Elle m'a dit, si tu veux. Donc je lui ai lavé les cheveux. Elle n'a pas dû voir le film, en fait. J'étais avec Heidi devant une porte, devant un immeuble, et on parlait avec des gens. Et à un moment donné, il y a 2 soldats tchétchènes, des jeunes combattants qui sont passés, enfin des combattants indépendantistes, à peu près à 15 mètres de nous, qui arrivaient vers nous. Et Heidi m'a fait remarquer que l'un des combattants était très beau. Et elle a commencé à préparer ses appareils photo pour le photographier de loin. Et à ce moment-là, j'ai entendu un sifflement caractéristique. C'était un missile qui arrivait. Au moment où il y a eu l'explosion, on s'est retrouvés par terre, mais on était un peu protégés. Et quand je me suis relevé, les 2 jeunes garçons qu'elle avait admirés étaient par terre. L'un était tué sur le coup
et l'autre était mourant. Et j'ai photographié le jeune homme en train de mourir pendant que son camarade lisait les prières du Coran, parce que les Tchétchènes sont musulmans. Les Tchétchènes m'ont proposé de rencontrer les prisonniers russes. Ils m'ont amené dans les caves, les abris du palais présidentiel, où là, ils ont ouvert une porte étanche, et je me suis retrouvé dans une pièce noire qui sentait... Il y avait une odeur épouvantable qui se dégageait de là. J'avais pas de lampe, donc j'avais une petite lampe flash, une petite Maglite, que j'ai allumée et mis dans ma bouche. Et là, j'ai découvert, effaré, dans le cercle de lumière, quand je bougeais comme ça, des visages de gens sales, blessés, avec des pansements sales, etc. Et c'était beaucoup de prisonniers russes qui étaient là devant moi. Et je les ai rencontrés et j'ai pu discuter un petit peu avec eux et ils étaient totalement inexpérimentés. Il y avait évidemment des commandos et des parachutistes russes très expérimentés, mais le gros de la troupe russe, c'était des jeunes entre 17 et 19 ans, complètement affolés. Pour certains, ils ne savaient ni lire ni écrire, ils ne savaient pas où elle était la Tchétchénie, ils n'avaient rien contre les Tchétchènes. Il y en a un, il m'a expliqué le système de recrutement. Quand les Russes recrutaient dans les campagnes en Russie, les jeunes se planquaient. Et en fait, lui, pour son cas, il m'a raconté qu'il y avait eu un bal organisé par la mairie. Et donc, tous les jeunes sont venus au bal le samedi. Et vers 1h du matin, l'armée a encerclé le bâtiment et a embarqué tous les jeunes hommes et les a enrôlés de force dans l'armée. Ils ont fait quelques mois d'entraînement. Et ensuite, ils sont retrouvés dans un train. Et on les a lâchés dans Grozny à l'assaut des Tchétchènes, qui sont des guerriers redoutables et très bien entraînés. Donc j'ai demandé à les faire sortir pour faire une photo de groupe. Et j'ai dit aux prisonniers que je voulais leur nom, leur grade, leur âge, leur unité et éventuellement leur contact en Russie. Et là, un des commandants tchétchènes m'a demandé pourquoi je voulais une photo comme ça. Et je lui ai dit, c'est parce que je voudrais savoir si, quand je reviens dans 10 jours, je pourrais faire la même photo. Il a traduit à ses copains, ils ont tous éclaté de rire, les combattants tchétchènes, ils ont dit il en manquera peut-être un ou deux, parce que la vie, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais normalement, tu pourras la refaire. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que plusieurs années après, j'étais sur un autre reportage à Moscou, et j'étais en terrasse, en train de boire un verre avec ma traductrice et des amis, et il y a un type qui a traversé la rue en courant, et qui m'a pris dans ses bras et secoué comme un prunier. J'ai cru que c'était une agression au départ, et qui m'a dit être un de ses prisonniers. Et il m'a dit que cette photo avait sauvé la vie de pas mal de prisonniers, parce qu'en fait, moi, je l'avais transmis à la Croix-Rouge internationale, et ils se sont servis de ce genre de documents avec les noms des gens pour demander aux Tchétchènes de les libérer.